n'a pas encore réalisé de guichet fermé. Ça démontre que finalement, aujourd'hui, l'affiche ne se suffit plus à elle-même et qu'il faut réussir à proposer autre chose, communiquer davantage, avoir finalement une vraie stratégie de remplissage sur ces matchs qui n'était pas forcément le cas avant. Direction Metz pour ce nouvel épisode. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Guergen et vous êtes sur le podcast du média fanstriker.com, un média spécialisé sur l'engagement et l'expérience des fans. Dans cet épisode, nous discutons avec Sébastien Robert. Il occupe le poste de chargé marketing et événementiel au Metz Handball, un club qui domine le handball féminin français depuis les années 1990 et c'est d'ailleurs le champion de France 2022. Avec Sébastien, on aborde plusieurs sujets, dont la nécessité d'être parfois un vrai couteau suisse pour répondre au manque de moyens financiers et humains que rencontrent bon nombre de clubs. On parle également de l'animation du tifo digital qui a été proposé aux spectateurs en toute fin de saison dernière, et plus globalement des actions que le club entreprend pour améliorer l'expérience et l'engagement de sa communauté. J'espère que vous apprécierez la discussion. Bonne écoute! Bonjour Sébastien, bienvenue sur le podcast Fanstriker. Comment vas-tu ? Je vais très bien. Bonjour Mathieu, je vais très bien, merci. Ravi, très honoré de faire partie de cet nouvel épisode de Fanstriker. Bah écoute, ça me fait plaisir, d'autant plus qu'on avait déjà échangé ensemble, c'est vrai, en 2018, Exactement. À l'époque où tu étais donc au LOSC. J'aime bien démarrer en donnant beaucoup de contexte à nos auditeurs pour qu'ils puissent comprendre où tu évolues, dans quel cadre exactement tu es. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs ? Alors, je m'appelle Sébastien Robert, j'ai 27 ans, je suis chargé marketing et événementiel au sein de Metz Handball, le club historique du handball français, avec pas moins de 24 titres de champion de France. Concernant mon parcours, j'ai un master en management du sport. J'ai passé à l'université de Caen-Normandie sous la direction de Boris Helleux, très connu aussi sur tous les aspects liés à la fan expérience, digitalisation des stades, etc. J'ai également un master spécialisé en communication et management événementiel que j'ai passé à l'EFA à Paris en 2020. Durant mon cursus scolaire, j'ai notamment eu la chance d'effectuer plusieurs stages, notamment au LOSC en 2018 pour la validation de mon master en management du sport, et également à la FFF en 2020 pour la validation de mon master spécialisé. Et à côté de tout ça, j'ai eu l'occasion également de réaliser plusieurs projets en lien avec le marketing et l'événementiel sportif. J'ai eu la chance de collaborer encore avec le camp basket Calvados ou le Stade Malherbe de Caen notamment. Donc plusieurs expériences dans le sport, mais toujours dans le domaine du marketing et de l'événementiel, avec un attrait forcément pour le fan engagement et la fan expérience qui s'est développé au fur et à mesure de mes expériences. Et justement, j'ai observé ton parcours sur LinkedIn et au travers de tes études, j'ai vu que tu t'es très tôt penché sur le développement de l'expérience fan, notamment pour un club de National 1, le camp basket Calvados. Qu'est-ce que tu as pu déjà mettre en place à cette époque ? Alors en effet, comme je viens de le dire, en Master 1, on devait effectuer un projet durant notre premier semestre. Donc c'était un projet de 3-4 mois et le CBC était preneur, donc le camp basket Calvados était preneur de quelques étudiants pour développer la fan expérience. Alors on était un petit groupe de 5 étudiants, on a commencé déjà par faire un audit, entre guillemets, pour voir ce qui allait pas ou ce qui allait dans l'expérience que proposait le camp basket. Donc on est venu assister à 2-3 matchs en tant que spectateur lambda, on va dire, et on a remarqué plusieurs choses. On a remarqué que la buvette n'était pas très opérationnelle, il n'y avait pas énormément d'animation. Et lors du premier match, on a également distribué une enquête de satisfaction aux supporters pour savoir leur ressenti sur plusieurs éléments, la propreté, la sécurité, la restauration, l'animation, finalement toutes les composantes de l'expérience spectateur. Et en fait, ce qui est avéré, c'est que c'est la buvette et la partie animation qui est ressortie aussi de leur côté. Donc pour remédier un peu à tout ça, sur la partie restauration, en fait, le gros problème, c'était les flux à la buvette. Comme dans beaucoup de stades où à la mi-temps, la buvette était prise d'assaut et ça limitait fortement les ressources du club. Donc on a commencé par mettre des vendeurs ambulants pendant tout le match. Donc une mesure très simple avec des paniers, une TPE et des produits pour les vendre dans les tribunes. Et sur la partie animation, alors il n'y avait rien qui était proposé. Nous, on s'est penché sur l'animation mi-temps, parce que c'est vrai que les personnes étaient là, c'était sur leur téléphone, il n'y avait pas vraiment d'interactivité avec le public. Donc on a mis en place plusieurs petites animations sur l'ensemble des matchs où on était présent, et ça a plutôt bien fonctionné. Donc c'était un projet, comme j'ai dit, de 3 mois. Il était difficile pour nous, on n'avait pas énormément de budget, etc. Donc d'aller vraiment en détail sur
sur par exemple des projets de billetterie, d'habillage, etc. Donc on est vraiment resté sur des sujets très simples d'accès pour nous à notre niveau. Mais finalement, ça s'est plutôt très bien passé même. Et c'est vraiment ce projet qui pour moi aussi a été un peu le déclic de la fan expérience et de mon désir de travailler sur ces sujets-là. C'est super intéressant. C'était en quelle année d'ailleurs? En 2018, il me semble? Ouais, c'était en 2018, c'était la première année de mon master. Et est-ce que tu as pu voir maintenant, après vos travaux qui me semblent vraiment très concrets par rapport à ce que tu m'as cité, ce qu'il en reste ou comment le club a évolué depuis ces audits et ces actions qui ont été entreprises? Alors malheureusement, j'ai pas eu l'occasion depuis d'être retourné voir un match du CBC. Les retours qu'on avait eus, c'est que ça avait été bien apprécié par les dirigeants du club. Par contre, par faute de moyens humains, financiers aussi, il était difficile pour eux de poursuivre en fait les efforts. Ils auraient bien voulu qu'on reste sur le second semestre, mais il était difficile pour eux, je crois, de continuer cette voie. Alors aujourd'hui, je suis incapable de te dire si ça a perduré ou pas, malheureusement. En tout cas, ça t'a servi puisqu'aujourd'hui, tu travailles donc au sein du Metz Handball depuis 2021. Donc, Ouais. j'ai vu ton post LinkedIn qui symbolisait cette première année qui a été couronnée de succès parce que Exactement. l'équipe finit champion de France 2022. Ouais, Donc, c'est quand même un club, comme tu l'as dit, qui rayonne sur le handball féminin depuis les années 90. ouais. 24 titres, c'est ça C'est que tu disais? ça. Puis cette année, une troisième place à la Ligue des Champions, donc le troisième meilleur club d'Europe, et également une 10e Coupe de France. Donc c'était vraiment sur le plan sportif une année exceptionnelle. Comme quoi, on sous-estime parfois la renommée internationale Totalement. ou Totalement. européenne de certains clubs au niveau local dans nos régions, notamment ici à Metz. Dans tes missions, tu as la tâche de mettre en place et de développer la stratégie fan expérience du club. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Ouais. Alors moi, mon poste, je suis chargé de marketing et événementiel. Donc mes deux missions principales, si je puis dire, c'est l'organisation de A à Z de tous les matchs à domicile et les événements de Metz Handball, donc partenaires, gros public, hors match, et le développement marketing de la marque Metz Handball, avec aujourd'hui un énorme sujet pour nous qui est le rajeunissement de notre cible. Donc autour de ça, forcément, quand on parle marketing, quand on parle événementiel, il y a les enjeux liés à la fan expérience. Nous, ces deux domaines d'activité aujourd'hui, le marketing événementiel, sont pensés et travaillés toujours dans le but de favoriser le fan engagement et ensuite la fan expérience. Donc le fan est vraiment, nous, dans la vision du club qu'on a aujourd'hui, en permanence au centre de nos préoccupations. J'agis également, donc nous on a un peu couteau suisse à Metz Handball, j'agis également sur la partie billetterie avec la mise en place de la stratégie globale du club. Là on est en pleine campagne de réabonnement depuis aujourd'hui, mais également sur la partie opérationnelle avec un peu de gestion, mine de rien, sur la partie back-office. On est en général aidé par des alternants également sur ce sujet-là. Malgré le fait qu'on soit passé en SASP en janvier, on est en pleine transition d'une gestion amateur à une gestion professionnelle, avec aujourd'hui des notions de rentabilité économique, de TVA, etc., qu'il n'y avait pas avant. Du coup, on le ressent un peu dans nos organisations de travail. Aujourd'hui, on est tous sur des missions diverses et variées, avec souvent, comme je l'ai déjà dit, plusieurs casquettes. Donc c'est le côté aussi un peu excitant du travail, où finalement, aucune journée se ressemble, et tout est à créer, tout est à écrire en fait. Et ce que tu dis est relativement vrai. Je pense que beaucoup de nos auditeurs qui travaillent comme toi au sein des clubs se sentiront aussi concernés par ce que tu dis. Parce que malheureusement, dans le sport de façon générale, quand il y a un manque de moyens financiers et humains, tu es un peu obligé d'être un couteau suisse et pouvoir faire beaucoup de choses. Totalement. Parfois le rôle de plusieurs postes finalement, normalement. Donc c'est formateur, mais sur la durée, ça peut être aussi très épuisant. Donc c'est pas évident tous les jours, mais c'est stimulant. Exactement. Et qu'est-ce qui te stimule justement, toi? Qu'est-ce qui te plaît dans la fan expérience de façon concrète et l'engagement aussi des fans? Alors moi, c'est tout ce qui va être la partie finalement un peu stratégique et réflexion. J'aime beaucoup tout cet aspect-là. Comment je fais pour que mon supporter passe un moment incroyable? Comment je peux agir pour toutes les étapes finalement de son parcours client? Et il soit émerveillé ou satisfait. Finalement, se trouver toutes les petites les solutions, les problèmes, répondre aux problèmes qu'on peut avoir. Après, la fan expérience, pour moi, elle a deux objectifs. Le tout premier, c'est de rendre heureux les supporters. Donc, toutes les stratégies que l'on développe, l'objectif est que tous les supporters sortent des arènes avec le sourire, qu'ils aient passé un bon moment, qu'ils en discutent et finalement que ça participe à créer des souvenirs pour eux. Forcément, si ça crée des souvenirs et qu'ils sont heureux, ils ont plus de chances à revenir. Je pense que notre job, et dans le milieu du sport de manière globale, c'est de rendre heureux les gens.
et apporter un peu de bonheur. Après, forcément, il y a la réalité économique qui nous rattrape. L'intérêt de développer aussi la fan expérience, elle est également financière. Elle participe à développer les revenus du club, que ce soit sur la billetterie, la partie restauration, le merch. Et vous l'avez très bien évoqué lors du dernier podcast avec Anthony et Alice, sur un des derniers, sur la maximisation des revenus B2C que j'ai écouté avec beaucoup d'attention. Ça rentre totalement dans ces stratégies-là. Ça fait plaisir d'entendre que tu écoutes. T'es un auditeur régulier du podcast et des articles. Je suis un fan. Tu travailles pour les fans et tu es toi-même fan du travail que tu mets en place. Donc ça, c'est beau. Courte pause dans cet épisode pour vous rappeler que vous pouvez suivre Fanstriker sur tous les réseaux sociaux. Si vous appréciez nos contenus, je vous invite à vous abonner et à partager auprès de vos amis. Ça nous aide beaucoup. Maintenant que vous êtes abonné, on relance l'épisode. De vision extérieure, on se connaît peu, même si on a échangé quelques fois, toujours à distance. J'ai l'impression que tu es quelqu'un de très organisé, très méticuleux, plus ou moins de ce que tu renvoies. Et j'ai vu d'ailleurs que tu continues à te former. Et je trouve ça super intéressant. Et c'est aussi, je pense, pour ça que le contenu qu'on produit sur Fanstriker t'intéresse beaucoup. Mais en 2020, tu as suivi la formation e-learning sur les principes et les enjeux du fan engagement que propose aujourd'hui le Hub Innovation du Barça. Oui. C'est quelque chose que je vois souvent passer. Je l'ai jamais passé personnellement. Je sais que pas mal de personnes dans l'entourage, l'écosystème de la fan expérience et du fan engagement l'ont passé. Qu'est-ce que tu en retiens? Est-ce que ça t'a apporté? Quel est le contenu déjà et comment ça s'est passé? Alors, j'ai passé cette formation. Je venais de terminer mon stage à la FFF. On était en pleine crise Covid. Donc, pour trouver du travail, c'était un peu compliqué. Et au lieu de rester là, entre guillemets, rien faire, j'ai préféré continuer à me professionnaliser et à me perfectionner sur des sujets qui m'intéressent. Donc j'ai en effet suivi la formation du Hub Innovation du Barça, dispensée par Marc Bradley, qui est un des spécialistes sur les sujets du fan engagement, qui est très très intéressant à suivre sur les réseaux notamment. Donc en fait, cette formation, elle a duré 5 mois avec notamment 4 modules à valider. Et toutes les semaines, en fait, j'avais des documents, des concepts à assimiler, des vidéos à regarder, des quiz à répondre. Et à la fin, j'avais vraiment une étude de cas sur un thème, sur l'image de marque du club, comment développer l'image de marque d'un club en prenant en compte la fan expérience. Et on devait travailler et envoyer ces documents sur une plateforme qui était ensuite corrigée et notée. Et à la fin de la formation, forcément, ça se terminait par un examen final. Et sur le contenu, donc c'est un contenu très intéressant. La formation m'a vraiment permis finalement de compléter, finaliser mon apprentissage sur ces concepts. Ça m'a permis de vraiment comprendre le concept de fan engagement dans sa globalité. C'est vrai qu'en cours, on évoque souvent le terme de fan engagement, de fan expérience, mais je trouve que ce terme de fan engagement, il est souvent incompris ou mal compris. Je vois souvent l'assimilation entre les deux, alors que ça ne veut pas du tout dire la même chose. Si je reprends juste la définition de Mark Bradley sur le fan engagement, il dit que le fan engagement est un concept stratégique culturel qui englobe tout ce qui est fait pour comprendre, respecter, protéger et développer l'investissement émotionnel du fan dans le club. Et finalement, à travers ça, la fan experience, c'est seulement un outil. En fait, c'est un des piliers du fan engagement, au même titre que les 3 autres, qui sont le développement de la culture du fan, l'identité de marque du club et le dialogue et la consultation des fans. Donc finalement, la fan experience, c'est uniquement un outil qui participe à ça. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire un peu à Metz Handball, c'est d'avoir vraiment cette vision fan engagement dans toutes nos prises de décision, dans toutes nos stratégies, pour vraiment développer les revenus du club, développer l'identité de marque, développer la présence au sein de la communauté, travailler un peu plus avec les écoles, travailler un peu plus les médias, les partenaires, etc. Donc voilà, pour moi c'est un concept qui est un peu complexe, mais qui est complet et qui devrait aujourd'hui driver, selon moi, toutes les stratégies du club. En tout cas, à Metz Handball, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est vrai, c'est super intéressant de t'écouter justement parler de cette formation-là. Il y a plein de choses qui résonnent dans mon esprit et ça me fait penser. Moi, j'entremêle beaucoup de secteurs, notamment le secteur de l'événementiel, mais le secteur aussi du retail, enfin le monde du retail, le commerce, etc. Et c'est vrai qu'on entend souvent le terme client-centric, auto-centré, centré sur le client. Et dans le sport aussi, normalement, on doit penser de cette manière-là, donc fan-centric, auto-centré sur le fan au final. C'était une formation qui était dispensée en anglais, je crois, ouais, c'est ça? C'était totalement en anglais.
avec souvent une quarantaine de pages à lire, donc à la fin bien fatigué, on enchaînait avec la vidéo, les quiz, donc full anglais, mais vraiment très très intéressante. Moi j'avais un peu peur, honnêtement, parce que c'est une formation qui est un peu coûteuse. Je me suis dit, est-ce que je vais pas me faire avoir, hein, est-ce que c'est pas un attrape-tourisme, mine de rien, mais pas du tout. Pas du tout, je la conseille vraiment à toutes les personnes qui sont spécialisées ou passionnées par tout ce qui est fan expérience, fan engagement. Je conseille vraiment de la faire. Oui, tu recommandes, et en plus, je crois que tu peux la faire financer par les crédits CPF, il me semble, Ah, ça, je sais pas, mais sûrement. peut-être, Ouais, à vérifier. à vérifier exactement. Alors, ce qui est à l'origine de notre échange aujourd'hui, il y a toujours un point de départ à l'ensemble des podcasts que l'on produit sur Fanstriker. C'est un post LinkedIn que tu as réalisé en mettant en avant le tifo digital que vous aviez réalisé sur l'avant-match de la finale retour de la Ligue Butagaz Énergie. Donc ça, c'est la division 1 de handball féminine, Exactement, ouais. avec le Neymar Butagaz Énergie. Donc face à Brest Bretagne Handball, 2000 spectateurs ont participé, et le principe c'était de brandir son téléphone en téléchargeant en amont une application du prestataire qui réalisait cette opération-là. Exactement. Et l'idée c'était de plonger la salle dans le noir et faire un tifo digital de couleur. Faut que tu vas un peu plus expliquer mieux que je le fais. C'était une première d'ailleurs ce que tu mettais en avant. Ouais. Alors en fait, sur les matchs de gala, donc ce qu'on appelle les gros matchs, entre guillemets, l'idée c'était d'événementialiser un peu plus ces matchs. Et forcément, une finale retour à domicile s'y prête bien. Donc l'idée, c'est qu'on a essayé de scénariser, événementialiser un peu plus l'entrée des joueuses et surtout ces petites minutes avant l'arrivée des joueuses sur le parquet. Donc en fait, on a, voilà, comme tu l'as dit, réalisé un tifo digital grâce au smartphone de nos supporters. Donc c'est une solution qui est développée par Upix Arena, c'est le nom du prestataire. Donc on a eu plus de 2000 personnes qui ont participé, soit un peu moins de 50% de participation dans les arènes. Donc on était plutôt satisfait du résultat final. En fait, l'objectif, c'était de proposer surtout une animation originale, innovante et impactante visuellement. Alors, on avait déjà scénarisé l'entrée des joueuses sur le match contre Dortmund en Ligue des Champions, où là, on avait fait un noir sale, pareil, on a demandé aux supporters d'agiter leur flash. Là, on voulait quelque chose de nouveau, éviter la redondance. Donc, on a commencé par travailler et timer une musique avec notre prestataire musical qui correspond à l'ambiance qu'on souhaitait créer. Et ensuite, on a envoyé la musique à Upix, et Upix Arena a fait finalement toute l'animation autour en fonction des temps forts et des temps faibles de la musique. Et comme tu as dit, pour que les supporters et pour que ça fonctionne, pardon, les supporters devaient télécharger l'application. Ils devaient renseigner en fait sur l'application la porte, le rang, la place à laquelle ils étaient, et tout était programmé en fonction vraiment de la place du supporter. Donc le frein à cette animation qui me faisait peur, c'était d'obliger finalement les supporters à télécharger une application pour participer. Donc pour contrer un peu ça, on a mis un maillot dédicacé à gagner pour nos supporters. On a mis un plan de communication adéquat auprès de nos supporters avec une vidéo tuto avec nos joueuses, un encart sur le billet de match, informations dans la newsletter, etc. On a vraiment essayé de faire quelque chose de très complet. Et une fois qu'on était sur l'interface, au top du speaker, les supporters devaient appuyer sur la touche qu'on donnait. Il y avait quatre touches différentes. Donc c'était le jaune, on appuyait sur le jaune et on devait tendre le smartphone en direction du terrain. Et là, l'animation finalement durait un peu moins d'une minute. Le supporter n'avait plus rien à faire, il n'avait plus qu'à apprécier le spectacle. Donc on était très satisfaits, ça s'est très bien passé, on a eu des très très bons retours là-dessus, et il y a une forte chance qu'on recommence à Upix Arena, je pense cette saison. Et l'envers du décor, c'est-à-dire que quand tu es spectateur, tu vois cette animation-là qui dure, tu l'as dit, c'est une minute. Ouais, un peu moins. Ouais. Un peu moins d'une minute, mais au final, tout le travail de coordination, de gestion en amont, il est quand même super important pour une minute d'événementialisation sur le match. Ouais, exactement. C'est un gros travail parce que faut préparer la musique, faut qu'elle soit timée, faut que Upix Arena produise une animation autour de ça. Déjà, pour Upix Arena, c'est rentrer finalement tous les sièges dans leur logiciel. Donc, il y a un gros travail aussi de gestion en amont. C'est coordonner le prestataire qui est sur la régie événementielle, sur les LED, sur le chronoscore pour éteindre au bon moment, etc. Donc, c'est un gros travail de coordination. Les gens l'ont peut-être pas vu, mais il y a des petits couacs, mais il n'y a que nous qui l'avons vu. Au final, tout s'est très bien passé. Mais ouais, c'est une coordination entre le speaker, la régie événementielle sur les LED et le chronoscore, et sur la partie musique. Donc avec à chaque fois, j'étais en rôle de topper pour indiquer un peu les différents tops. Mais ouais, c'est un gros travail en amont. Alors comment est née cette idée de proposer justement
ce tifo digital aux spectateurs? Alors, j'ai découvert cette solution sur les réseaux sociaux. Je fais souvent de la veille. En fait, je me suis créé un Instagram et un Twitter où je follow un peu tous les clubs possibles et inimaginables. Et je fais souvent le tour des réseaux. Et en fait, en tombant sur le compte Insta du Stade Toulousain, ils avaient mis une story où c'était indiqué illuminer le stade. Et par curiosité, j'avais cliqué dessus. Et en fait, ça expliquait qu'ils allaient illuminer le stade avec des flashs. En fait, UPix Arena, il y a deux possibilités. Soit ils réalisent une animation avec le flash de téléphone, soit ils prennent le contrôle, entre guillemets, de l'écran. Et là, ils peuvent faire du tifo lumineux. Donc, le Stade Toulousain avait opté pour la partie flash, nous on a opté pour les écrans. Et finalement, c'est tout simplement sur Instagram. J'ai regardé, j'ai vu le nom du prestataire, je l'ai contacté. Et du coup, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. D'où l'intérêt d'être toujours en veille. Exact. Et d'ailleurs, si tu veux une petite astuce, je fais comme toi aussi ce gros travail de veille Ouais. sur Twitter, Instagram, en fait l'ensemble des réseaux sociaux. Mais sur Twitter, tu as la possibilité de créer des listes. Moi, c'est ce Ouais. que j'ai fait notamment pour Fanstriker, où j'ai intégré tous les clubs professionnels de l'ensemble des sports en France. Et comme ça me permet d'avoir un fil d'actualité uniquement composé de ces acteurs-là. Tu peux créer Exactement. ça, je sais pas si tu savais, sur Si, Twitter. si, Et ça... je fais pareil. J'ai une liste Ok. top 14, une liste Ligue 1, MLS, etc. Donc pour Ouais. nos auditeurs, ça peut être une astuce assez utile. Alors j'ai pu voir que vous proposiez aussi en avant-match des animations écologiques. C'est une grande tendance, mais aussi je pense que c'est super important de la suivre, de la mettre en application parce qu'il y a une grosse partie pédagogique à réaliser auprès des spectateurs. Mm. Donc qui ont pour objectif de sensibiliser justement le public autour de l'environnement et de l'éco-responsabilité. Tu peux nous en dire un peu plus? Alors, ouais, cette année, on a essayé d'événementialiser, comme je te disais, un peu plus nos matchs. Et on a notamment organisé en fait une semaine écologique, donc en lien avec la Journée internationale de la Terre qui avait lieu le 22 avril. Alors nous, on est parti depuis la semaine d'avant, donc ça devait être le 16. Et lors de cette semaine, on a organisé en fait tous les jours, il y avait des animations. On a organisé des ateliers de sensibilisation à l'écologie auprès de licenciés de hand du département. Et en lien avec ça, on avait également thématisé le match contre Toulon sur justement le thème de l'écologie. Et on a mis en place plusieurs opérations. On avait de la restauration locale pour promouvoir cela sur le parvis des arènes. On avait réalisé un travail pédagogique avec un collège de FAMEC, qui est un collège du département, où les élèves devaient imaginer le monde de demain en lien avec l'écologie. On a exposé leur œuvre dans les arènes, on les avait invités au match. On a mis plusieurs stands en place, notamment un de nos partenaires qui s'appelle Phoenix, qui réalise des vêtements 100% français, en matière recyclée et recyclable. Et en plus de ça, fabriqués en collaboration avec des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc vraiment en lien avec le thème du match. On avait également UNICEF qui était présent sur le match pour présenter une exposition de photos pour montrer les inégalités de l'accès à l'eau dans le monde et les effets du réchauffement climatique. Donc voilà, plusieurs petites opérations de sensibilisation auprès de nos supporters. Donc ça, on l'a fait sur un seul match cette année. L'idée, c'est de le refaire. On a déjà coché sur le calendrier le match écologique la saison prochaine, et c'est de pousser encore plus loin la réflexion et les animations autour de ça. Un peu une question similaire à ce que je t'ai posé tout à l'heure. Concrètement, sur ce genre d'événementialisation, de théâtralisation, t'es pas tout seul à travailler dessus. Il y a énormément d'interlocuteurs au sein du club. Qui sont les personnes avec qui tu te mets en marge de manœuvre pour pouvoir travailler justement ensemble? Parce que je pense que tu as besoin d'embarquer quand même Ouais. plusieurs acteurs. Là, c'est un travail de tous les services, j'ai envie de dire. Que ce soit la com, pour bien communiquer, pour être un bon relais d'information auprès de nos supporters, auprès du grand public, auprès de tout le monde, pour attirer. L'idée aussi d'événementialiser ces matchs, c'est de proposer autre chose que le contenu match, pour aussi remplir les arènes. Je suis forcément en lien avec le directeur commercial qui est Grégory Muller sur il faudra un partenaire qui puisse peut-être financer cette opération. Est-ce que tu en as un qui est sensible à la cause et qui a envie de réaliser une opération de visibilité? Donc déjà, nous on est que trois vraiment sur la partie business. On a Léa Guillou qui est la chargée de com, Grégory Muller, directeur commercial. Donc au final, on est un peu ce triptyque à trois, on essaie ce trio, on essaye de se dépatouiller tous les trois, et forcément quand il y a des projets comme ça, on travaille main dans la main tous les trois. Et je rebondis sur un point que tu viens de citer, la recherche du financement. Ouais. C'est un vrai sujet et je crois, et dis-moi si je me trompe, j'ai l'impression que dans beaucoup de clubs, ce financement-là, il arrive un peu en last minute. Est-ce que tu penses pas que si tout était prévisualisé directement sur la saison,
C'est-à-dire qu'en fait, que tu avais déjà une vision large sur toutes les activations que tu allais mettre en place sur ta saison, voire sur 2, 3 saisons, ça ne pourrait pas être englobé directement à la signature d'un partenariat avec un partenaire, justement. Si, exactement. Alors nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Alors la saison dernière, je suis arrivé à 3 semaines du début de la saison, donc forcément dans le rush tout de suite dans la partie opérationnelle, donc un peu de manque de partie stratégique et de réflexion pour vraiment planifier la saison. Là, à l'inverse, c'est ce qu'on a fait pour la saison prochaine. On a déjà le calendrier, on a déjà positionné les matchs. On sait qu'on va avoir le match de Noël, on sait qu'on va avoir le match écologique, on va avoir l'opération Octobre Rose. Et au-delà de ça, on a également réfléchi finalement à tout le contenu animation. Cette année, on avait une animation à la mi-temps, on veut la changer l'année prochaine, on veut en faire autre chose. Et en fait, du fait peut-être aussi de notre budget qui est limité, à chaque fois qu'on pense une animation, une activation, on est obligé de la réfléchir. Comment on peut aussi associer nos partenaires à ça, parce qu'ils sont demandeurs aussi. Hein. On ne vient pas à chaque fois, entre guillemets, prendre de l'argent, mais parce qu'ils sont aussi demandeurs. Et forcément, à chaque fois qu'on fait une activation, une animation, on pense à eux et on imagine comment on peut les solliciter. Sur le match écologique, on voulait mettre en avant la mobilité écologique. On a un partenaire qui est revenu. Il est venu, il nous a mis une voiture hybride à disposition, électrique même, à disposition sur le parvis des arènes. À chaque fois on est dans ces démarches-là parce que on est limité aussi financièrement, on n'a pas des ressources humaines non plus, parce que plus on essaye de faire des choses de plus grande ampleur, plus il faut aussi des moyens humains. Donc, si on veut aussi être aidé, ça passe aussi par les partenaires. Et nous, à Metz Handball, c'est un tiers du budget, donc c'est primordial de travailler avec nos partenaires. Effectivement, je pense que tu as complètement raison sur ça, mais est-ce que tu ne crois pas non plus que le partenaire, il doit être systématiquement intégré à la réflexion, à comment en fait on peut l'intégrer à une présence sur une animation, une activation ou autre. Le fait qu'en fait ça remplisse un peu ce cercle vertueux entre le partenaire et sa recherche de visibilité, le club et sa recherche d'une meilleure expérience à proposer à ses spectateurs, et ses spectateurs qui ont pour but de vivre quelque chose qui soit plus enrichi que d'habitude. Ah si, totalement. Totalement d'accord avec toi. On est obligé et on doit travailler avec toutes les parties prenantes et les partenaires en font grandement partie. Et nous, à Metz Handball, ils sont demandeurs aussi de ça. Et là, on est en train de préparer la saison prochaine. Et comme je te l'ai dit, on anticipe à chaque fois de se dire, bah, tiens, tel partenaire, ça veut l'intéresser. On sait que Caisse d'Épargne, l'année dernière, ils nous ont sollicité pour Octobre Rose. On sait qu'on va sûrement retravailler avec eux l'année prochaine, ou là, on va déjà entamer les discussions pour savoir ce qu'on fait à nouveau. Donc oui, on est totalement dans cette stratégie-là, et dans tous les cas, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, et c'est une vraie nécessité. Ouais, je pense que tu l'as dit, le mot magique, c'est un peu anticipation. Et j'avais eu un échange avec Gaël Bro du club de Bourges Basket Féminin, et il m'avait donné une information que j'avais pas forcément eue dans ma réflexion, c'était qu'en fait, tu as le calendrier qui est dévoilé assez tardivement, selon les sports. Et en termes d'anticipation, c'est assez complexe de pouvoir planifier sur un laps de temps qui est quand même assez court toute ton événementialisation, toute ta théâtralisation des matchs et d'intégrer tes partenaires, etc. Donc en fait, le champ d'action est très large, mais le temps sur lequel tu dois un peu l'anticiper est très court. Totalement, totalement. C'est pour ça que nous, dès qu'on a eu le calendrier, le lendemain, on s'était déjà mis en salle de réunion et dire, ah, tel match, on va faire ça, ouverture, billetterie, telle date. Sur la com, on pourrait faire ça, on pourrait donner tel thème à ce match-là. Donc oui. Et puis finalement, on rentre vite dans la saison. Après, on a les soucis, entre guillemets, du quotidien qui reviennent. Donc plus on anticipe, plus on en discute tôt aussi, et mieux c'est pour le club. Et de toute façon, il n'y a pas de secret. Plus on a organisé, plus on a cadré les choses en amont, moins on est surpris. Et finalement, le jour du match, on n'a plus qu'à gérer les petits détails, quoi. Alors, est-ce qu'il y a des activations et animations que tu as mis en place, que vous avez mis en place au sein du club, que tu souhaiterais nous partager? Des choses qui ont bien fonctionné, mais aussi des échecs et qui vous ont permis de faire quelques apprentissages. Ouais. Alors cette année, on a, dans le but notamment de rajeunir la cible et toucher un public étudiant, parce que c'est une vraie problématique que chez nous, on doit aujourd'hui rajeunir notre public. On a organisé une student party. Donc l'idée, c'était un match qui était dédié aux étudiants avec un endroit privatif dans les arènes. On avait mis en place des animations, ils avaient un bar dédié, ils avaient un accès finalement direct aussi sur le terrain où ils pouvaient rester et consommer debout. C'était pas forcément obligé de retourner en tribune pour voir le match. Et on a fait pareil une offre commerciale attrayante pour que ça puisse plaire aux étudiants. On avait la place plus la consommation pour 7 euros, il me semble. Donc on souhaite continuer ces opérations l'année prochaine. On va même essayer à chaque match,
pour rajeunir la cible, inviter des écoles à leur faire découvrir le hand féminin et le sport professionnel. Donc là, on a déjà pareil pris contact, parce que ça s'anticipe aussi, parce que la saison arrive très vite. On a déjà pris contact avec les écoles pour leur dire voilà, on a tel match, sur quel match voulez-vous positionner. Euh, donc voilà, on est toujours dans cet esprit de rajeunir la cible. Euh, Cette année, à la mi-temps, donc c'est peut-être bateau ce que je vais dire, mais on avait une animation mi-temps, mais qui n'avait pas lieu d'être avant, ça n'avait jamais été proposé. Donc là, on avait une animation mi-temps, on commence finalement dans cette expérience à créer des rendez-vous pour que les supporters puissent s'identifier, puissent avoir envie d'y participer. Et l'année prochaine, j'aimerais bien, c'est plus axé sur l'avant-match, en proposant des petits rendez-vous, des quiz, des blind tests, pour faire venir les supporters plus tôt, pour que finalement il se passe quelque chose dès qu'ils rentrent dans les arènes jusqu'au début du match. Aujourd'hui, on est juste sur l'ambiance musicale, quelques prises de parole, du speaker. Donc voilà, faut qu'on aille un peu plus loin sur ces sujets-là. On a déjà évoqué avec le tifo digital, mais l'idée cette année, c'était également d'événementialiser des matchs. Finalement, rentrer dans un concept où, avec tout ce qu'on met en place, se dire ah oui, là on est sur un gros match, on va avoir un beau spectacle. Donc voilà, on a fait des noirs salles, on a fait le tifo digital, on a mis en place des étincelles sur le terrain, etc. Vraiment essayer d'événementialiser, scénariser l'entrée des joueuses. Donc ça, c'est un peu tout ce qui a bien marché cette année. Après, on a eu des petits couacs et des petits échecs comme partout, je pense. En lien avec la semaine écologique, on avait souhaité organiser un cleaning day où on incitait nos supporters à venir à une collecte de déchets dans la ville de Metz. L'idée, c'était de ramasser le maximum de déchets. C'était du coup en lien avec la semaine écologique et faute d'un nombre suffisant de participants, on a dû renoncer à l'opération. Après, on en a tiré les conclusions de cet échec, entre guillemets, et je pense que nos supporters ne sont pas encore habitués à voir que Metz Handball prenne la parole finalement autrement que lors des matchs. Donc c'est là aussi un objectif du club l'année prochaine, c'est de créer davantage d'événements pour multiplier les moments de rencontre et d'échange avec les supporters et pour se dire ah Metz Handball c'est finalement pas que du hand, on peut le voir à l'extérieur et avec des opérations impactantes comme celle-ci. Donc ça on va réitérer l'expérience l'année prochaine. Et c'est peut-être là le point sur lequel tu termines, qui est important pour un club d'avoir un ancrage local très important. C'est-à-dire que tu peux créer aussi des choses comme vous l'avez proposé avec ce Cleaning Day, mais aussi le club peut s'associer, comme une marque le fait aujourd'hui, à des opérations déjà existantes, par exemple avec une mairie, et le club peut être partenaire de ces opérations-là. Et ensuite, demain, une fois que c'est compris dans l'esprit des habitants, des spectateurs, des fans, etc., de la communauté, le club peut créer son propre projet, etc. Et c'est vrai que c'est très lié en fait finalement les actions de la mairie, de la ville, des collectivités et ce que le club peut mettre en place. C'est totalement vrai. Moi, j'étais un peu surpris quand je suis arrivé à Metz. Je discutais avec des gens, je disais que je travaillais à Metz Handball. Beaucoup de personnes ne connaissaient même pas le club. Alors que pourtant, on a un club qui rayonne sportivement. Et c'est là où nous, je pense qu'on doit réussir, sur la partie administrative business, à arriver au même niveau que le sportif. C'est là où on travaille tous les jours pour ça. Et justement, après, c'est comme tu le dis, on est un club de hand, très bien. Quelle est l'étape d'après? S'investir au sein de la communauté, travailler en effet avec la ville, le département, la région. Donc on essaie de le faire. Là, cet été, on s'était dit, on va essayer de travailler au moins de s'associer à des événements qui ont lieu cet été pour promouvoir le handball féminin, promouvoir Metz Handball, aussi notre campagne d'abonnement au passage. Et donc là, on va travailler notamment avec le département sur les caravanes terre de jeu qui aura lieu à Amnéville, à côté de Metz, où là, il y a des joueuses qui vont venir, c'est pour faire une séance de dédicace, être au contact des supporters. On va également s'associer à Metz Plage, qui est organisée à Metz, où là, pareil, il y a une animation de beach hand et les joueuses vont normalement venir sur l'événement, séance d'autographes, photos et participer à l'animation avec les enfants. Donc on essaye d'aller de plus en plus sur ces éléments-là parce qu'il est primordial aujourd'hui qu'on soit un peu plus investi dans toutes les activités de la ville, de la région et du département. Tu le dis, tu es comme tous les clubs en grande campagne d'abonnement, de réabonnement ou d'abonnement. On est en train de préparer un article qui doit sortir normalement cette semaine, donc il sera déjà sorti au moment où nos auditeurs écouteront ce podcast. Sur cette grande question, on a lancé un débat sur les réseaux sociaux auprès de nos communautés et notamment les fans purs, à savoir est-ce qu'il était vraiment plus intéressant pour un fan d'être abonné? Est-ce qu'au sein du FC Metz Handball, c'est plus intéressant concrètement sur différents aspects d'être abonné au sein du club ou d'acheter des billets comme ça de façon ponctuelle? Alors, c'est un vrai sujet, on est en plein dedans, comme tu le dis. On a,
pour la nouvelle saison, ont totalement repensé la stratégie billetterie. Elle n'avait pas été repensée depuis des années. On avait un outil billetterie qui datait de 2007. Là, on intègre une nouvelle solution pour l'année prochaine avec l'agence TBS, qui va nous permettre de savoir déjà exactement le nombre de spectateurs, avoir une retombée d'infos dans notre CRM pour vraiment voilà, cibler nos communications, nos offres. Et on a également repensé toute l'organisation et toute l'expérience au sein des arènes. Avant, il n'y avait que trois catégories tarifaires. Aujourd'hui, on est à 6 catégories tarifaires. On va avoir une tribune famille qui va naître l'année prochaine. On va avoir une tribune supporter pour vraiment créer un vrai COP avec l'ambiance et du jaune un peu partout dans les arènes. Donc on a resegmenté les arènes et on a revalorisé aussi l'abonnement. Parce que l'idée, c'est pas forcément, c'est de ne pas oublier nos abonnés. On a un public fidèle, on a un public qui est là depuis longue date et qui a tout vécu à MS Handball. Donc on a revalorisé l'abonnement, on a ajouté des avantages. Aujourd'hui, les abonnés à MS Handball, ils auront une entrée dédiée, qui n'était pas le cas avant, ils rentraient avec le grand public. Ils vont pouvoir assister à 3 entraînements privés durant la saison. On les invite au Fan Day. On organise un Fan Day début août avant le début de la saison pour lancer officiellement la saison. Ce sera une affiche européenne. On invite nos abonnés à venir. Ils ne paieront pas leur place. Nous, pour le grand public, ce sera un tarif unique. Mais là, on les invite. On va organiser avec eux un événement de fin d'année, une fête des abonnés. On ne sait pas encore quelle forme elle va prendre, mais voilà. On leur donne une primeur d'achat sur les matchs de Ligue des Champions ou de Coupe de France. Et forcément, il y a aussi l'aspect financier. Prendre un abonnement chez nous, c'est 20% de réduction que si la personne venait à tous les matchs. Donc voilà, on a essayé de retravailler un peu tout ça pour qu'elle plaise à tout le monde. Donc on verra si ça porte ses fruits ou non fin août. Super intéressant. Dans les réponses, je t'enverrai l'article une fois qu'il sera sorti parce que Ouais. je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes Avec qui peuvent plaisir. être pour toi à ce sujet. Il y a des fans qui mettaient en avant aussi l'aspect sentiment d'appartenance, Ouais. appartenance justement à un groupe, au club, mais aussi à un groupe. Et je pense que pour la majorité des clubs, j'ai vu des questions passer qui m'ont un peu interpellé. Je pense qu'il y a un gros travail de pédagogie et de communication pour faire comprendre au grand public, aux spectateurs, aux fans aussi, comment ça fonctionne l'abonnement. Parce qu'effectivement, dès qu'on entend abonnement, on se dit ouais, c'est compliqué, on ne sait pas vraiment comment ça marche. Et sur Twitter notamment, il y avait des personnes, c'était des supporters de l'Olympique Lyonnais, qui disaient oui, mais si on s'abonne, est-ce qu'on doit rajouter après, est-ce qu'on doit repayer pour assister au match? C'est une question qui est toute simple, toute bête aussi, Ouais. mais elle est très légitime parce qu'au final, oui, c'est peut-être pas assez clair dans l'explication que le club en ont auprès de leur public. Ouais, peut-être qu'on a pris ça pour acquis. Au final, on s'est dit, bah, c'est un système qui fonctionne bien, les gens connaissent, etc. Mais ouais, il y a un grand, peut-être un manque de pédagogie. Et nous, on essaye de justement, là, on a ouvert les réabonnements et on est en physique, on est en face à face avec nos supporters pour leur expliquer aussi ces changements de tarifs, parce qu'il y a des augmentations, mais leur expliquer leurs nouveaux avantages. Leur dire, voilà, s'abonner, c'est aussi ça, c'est tels avantages, tels avantages. Et là, en fait, dès le 22 juillet, on va passer sur la campagne d'abonnement. Donc là, on va avoir un plan de com qui va être conséquent sur de la newsletter, sur de la publication sur le site internet, sur de l'affichage public, etc. Et surtout, on va leur laisser toujours un contact, un numéro de téléphone, une adresse mail pour qu'ils puissent justement, s'il y a des questions, venir. On va agir un peu comme un rôle de SAV. Et pour nous, c'est hyper important de mettre ça en place parce que c'est le lien direct avec nos supporters. Et surtout, s'ils veulent venir au siège social, qu'ils peuvent venir entièrement pour avoir toutes les infos. Mais ça m'étonne pas qu'il y ait des personnes qui ne savent pas forcément comment ça fonctionne. Je pense que les clubs devraient être un peu plus pédagogues et nous les premiers. Alors, comment vous êtes staffé au sein du club pour travailler sur les sujets d'expérience et d'engagement des fans? Tu l'as dit, donc toi, tu gères un peu, t'es le métronome de ces thématiques. Ouais. Mais derrière, après, tu viens te connecter auprès des services et des personnes qui travaillent sur des sujets très proches. Alors, ouais, je suis tout seul sur ces missions de fan engagement, mais aujourd'hui, je suis aidé d'un alternant aussi, donc on se staff aussi avec des jeunes qui veulent apprendre et qui ont besoin de faire des stages durant leurs études. Moi, je suis vraiment sur la partie réflexion stratégique et après, oui, je vois avec la com comment on peut améliorer certains aspects, comment on peut bien communiquer avec le service commercial pour voir comment on pourrait trouver les partenaires à s'affilier à ça. Mais finalement, les sujets de fan experience, fan engagement touchent tous les services et pour ça, on a mis en place tous les vendredis matins un point veille benchmark où chaque semaine, une personne de l'équipe doit présenter 4-5 bonnes pratiques qu'il a vues dans d'autres clubs et finalement imaginer comment on pourrait
mener ça, développer ça à mes handball à court, moyen ou long terme. Des fois, on part très loin, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir cette réflexion-là. Et ensuite, toutes ces informations, on les répertorie dans un doc. Et après, la personne qui a présenté envoie généralement les liens par mail si les autres collaborateurs veulent aller plus loin dans la réflexion. Donc, on essaye de tous, finalement, être concernés par ces enjeux. Parce que, comme j'ai déjà dit, ça concerne tous les secteurs d'activité. Et je pense qu'il est primordial aujourd'hui, encore plus dans un club comme le nôtre, avec un budget limité, avec des effectifs réduits, d'être passionné, curieux, ouvert d'esprit, et la veille quotidienne est très importante. Et des médias comme Fanstriker, EcoFoot et notamment EcoFoot, sont essentiels pour toujours nous trouver des nouvelles idées. Ouais, EcoFoot, Ecolosport, enfin Ouais. tous ces même des créateurs de contenu divers et variés. Là, je regardais par exemple De Nuit avec. Je sais pas si tu connais ce créateur de contenu. Non. C'est quelqu'un qui passe 48 heures avec des athlètes de façon Si, générale. je l'ai vu. Et là, il est en train de faire un reportage sur 2 jours avec l'organisation du Tour de France. Donc même là, tu peux trouver des informations, savoir comment les choses se passent, et ça, je trouve que c'est super enrichissant, mais tu as tout à fait raison. Je pense que il y a une grande part de compréhension, même au sein du club, parce que je pense que les différents services n'ont pas conscience tout de suite que ton sujet que tu portes toi, il est directement lié à leurs actions. Exactement. Et vice versa. Ouais. Et je pense que c'est un travail qui est obligatoire. Totalement. Les matchs du Metz Handball se jouent au Palais Omnisport des Arènes, Ouais. donc c'est environ 4500, 5000 places. Ouais, c'est 4000, pour être précis, c'est 4483 places. Ok, très précis. Et sur ces 4483 places, quel est le taux de remplissage moyen que vous avez pu observer sur cette saison? Alors aujourd'hui, on a une moyenne de 3100 spectateurs. On arrive plutôt bien à remplir les belles affiches. On a fait 4100 sur le 8e retour de Ligue des Champions, 8e de finale retour de Ligue des Champions contre Dortmund. Et sur la finale retour, on était à 4200. Alors, on n'a pas encore réalisé de guichet fermé. Ça démontre que finalement, aujourd'hui, l'affiche ne se suffit plus à elle-même et qu'il faut réussir à proposer autre chose, communiquer davantage, avoir finalement une vraie stratégie de remplissage sur ces matchs qui n'était pas forcément le cas avant. Nous, on s'est fixé un objectif en interne, c'est que l'année prochaine, sur les 6 matchs de gala, donc 3 matchs de Ligue des Champions, 3 matchs de championnat, les plus belles affiches, l'idée c'est de faire guichet fermé. Et sur les petits matchs, on peut appeler ça les matchs premium classiques, d'événementialiser les matchs pour finalement proposer un contenu autre que le match pour inciter les supporters à venir. Donc l'idée, c'est de commencer à réaliser nos premiers guichets fermés. On a repensé toutes nos stratégies billetterie, on a segmenté davantage les arènes et avec un nouveau logiciel qui sera responsive, adapté aussi aux nouvelles générations, à l'expérience d'achat que souhaitent nos supporters, on espère remplir un peu plus les arènes l'année prochaine. Je crois que tu m'as donné sur un plateau repas le titre de cet épisode. L'affiche ne se suffit plus elle-même. Exactement. C'est exactement parfait et très concret aussi, je pense. On parle un peu de data, tu en as parlé tout à l'heure, et notamment que vous alliez travailler sur un nouvel outil à partir de la saison prochaine. C'est quelque chose que vous utilisez, que vous alimentez aussi au sein du club. Quel est le niveau de maturité que vous avez sur ce sujet-là? Alors, on a intégré un logiciel de CRM en décembre dernier, via l'agence TBS, toujours, qui travaille aussi sur notre billetterie. On va intégrer une boutique en ligne aussi. Et l'idée, c'est que forcément la billetterie, la boutique en ligne retombe sur la CRM pour être de plus en plus dans ces stratégies de connaissance spectateurs. Avant, le club, côté amateur, fonctionnait avec des Excel un peu partout, sur les listes d'abonnés, de licenciés. Là, on a eu un gros travail ces 6 derniers mois. C'était déjà de tout réunir, d'intégrer dans la CRM et de qualifier au mieux notre base de données, afin qu'elle soit, j'aime pas le terme, mais plus propre, on va dire, la plus propre possible, pour qu'ensuite, sur nos campagnes d'abonnement et de réabonnement, on soit le plus efficient possible. Donc, l'idée avec cet outil, c'est d'aller plus loin dans la connaissance client, dans savoir finalement qui a acheté un billet, qui est venu au match, pourquoi la personne n'est pas venue, est-ce que je sais pas, il y a eu un problème, donc on va à la recherche de cette info, on relance nos communications avec des offres adaptées. L'idée, c'est vraiment d'être beaucoup plus dans cette connaissance client. L'année prochaine, j'aimerais imaginer un parcours emailing client avec l'ouverture billetterie, la newsletter d'avant-match pour dire voilà les infos, les animations, la restauration, le transport pour venir, et surtout après-match pour garder vraiment le contact avec nos supporters. Le replay un peu du match, la MVP du match, et surtout une petite enquête de satisfaction. J'aimerais bien à chaque match avoir une petite enquête de satisfaction. Quelque chose de très court, 3 questions. Jugez votre expérience sur 1 à 10. Pourquoi dites-vous cela et qu'est-ce que vous souhaiteriez que le club mette en place pour améliorer cela? Et l'idée, c'est
d'avoir une vraie récolte d'informations et de la travailler pour être le plus proche de ce que des désirs et des attentes de toutes les populations de supporters qu'on a aux arènes. C'est vrai que le recueil de l'expérience des spectateurs, elle est très rare, au Ouais. final, je me rends compte, dans beaucoup d'événements. Mm. Alors que tu as beaucoup de solutions qui sont possibles. Si tu as, de la data qui est générée par ton public, bah, effectivement, tu peux faire ce que tu as annoncé. Mm. Et tu peux éventuellement aussi renvoyer vers un QR code. J'avais vu ça dans une salle de spectacle, où tu avais un QR code qui était collé au dossier arrière de l'ensemble des fauteuils qui étaient dans la salle. Ouais. Et tu pouvais scanner et donner ton avis directement via ton smartphone. Après, voilà, le fait qui veut. Mm. Mais tu as aussi la possibilité, tu sais, dans les toilettes, par exemple, des aéroports, tu as les petits boutons Oui. vert, jaune, orange, enfin orange, rouge, et tu peux potentiellement mettre ça au point de passage stratégique dans Bien ton sûr. stade, et tu peux recueillir un petit peu d'informations Mm. par rapport à l'expérience qui est vécue et avoir un taux plus ou moins de satisfaction. Et même pour aller plus loin, en termes de communication, bah, tous les lundis, tu peux peut-être publier sur tes réseaux sociaux ce week-end, vous avez été 66% à avoir été satisfait de la rencontre, Mm. d'expérience. Mm. N'hésitez pas à nous suggérer des améliorations. Tu sais, faire participer dans l'esprit que tu as Totalement. cité tout à l'heure en termes d'engagement des spectateurs à améliorer l'expérience aussi en prenant part à cette amélioration. De toute façon, aujourd'hui, je pense qu'il y a pléthore de moyens de récolter l'information, les réseaux sociaux, sondages sur Twitter, etc. Clairement. On a la newsletter, on peut même aller en direct. Après, nous, on n'est pas staffé aujourd'hui pour être à ce niveau-là, mais on peut très bien interroger les gens dans les arènes, de leur demander un retour sur expérience. On peut aussi, moi j'aimerais bien avec nos groupes de supporters qu'on arrive aussi à avoir des groupes de consultation. Ça se fait beaucoup et ça se fait encore plus après la Super League. On voit que les clubs anglais ont vachement été sur ces sujets-là. Mais ça, c'est vraiment, je trouve, quelque chose d'intéressant pour avoir un vrai travail avec les groupes de supporters et pour comprendre leurs problématiques et ce qu'ils veulent. Donc nous, c'est des sujets sur lesquels on veut essayer de se lancer l'année prochaine pour vraiment récolter le maximum d'informations. Et je pense qu'une des étapes aussi pour nous, ça va être la création d'un programme de membership pour vraiment aussi récompenser encore plus la fidélité de nos supporters. Et forcément, on va récolter également énormément d'infos, que ce soit de la buvette, du merchandising, de la billetterie, etc. Ça, c'est des vrais sujets chez nous aussi en termes de développement. C'est vrai que je suis étonné souvent, moi qui viens du monde du commerce et qui est habitué aux programmes de fidélité qui sont le b.a.-ba de l'expérience client dans le commerce. C'est fou. Je suis vraiment interpellé de voir que ce n'est pas mis en place dans les clubs. Même parfois, je me demande pourquoi on commence pas avec un système très simple, celui qu'on a connu dans la boulangerie du coin, avec cette petite carte, on tamponne le passage et au bout du 10e passage, on a un truc offert. Je pense que c'est dû aussi à la vision des clubs. Souvent, les clubs, la stratégie globale des clubs, c'était gagner des matchs. Il fallait gagner des matchs. On va avoir le stade qui va être plein, ils vont consommer, on va générer des revenus et on aura une équipe compétitive. Mais en fait, on se rend compte que ce modèle-là, il fonctionne pas. Et Metz Handball, on en a la preuve vivante. On a une des meilleures équipes d'Europe et pourtant on remplit pas. C'est qu'il y a autre chose. Et je pense que les clubs sont en train de muter vers vraiment tout ce qui est satisfaction client, engagement. Mais forcément, les clubs ont pris du retard, je pense. C'est des coûts, c'est des investissements. Il faut aussi avoir la volonté parce qu'un logiciel CRM, c'est de l'argent. Un connecté à la billetterie et à la boutique, pareil, c'est de l'argent. Et le membership, c'est le Graal ultime, je pense. Mais c'est de l'argent, c'est du temps, c'est des compétences. Et je pense que, mine de rien, on est quand même sur la bonne voie. Tous les clubs ont compris, assimilé, si je puis dire, cette partie-là. Mais je pense que c'est un retard un peu culturel, un peu qui est lié aussi à ça et à ce retard en France là-dessus. Et comme tu dis, c'est le b.a.-ba de la connaissance client et de la fidélisation. Et tu l'as dit, l'affiche elle-même ne se suffit plus. C'est Ne ça. se suffit plus. Et après, le truc que je trouve très concret, c'est que je pense que tu as aussi des visions stratégiques qui doivent changer. C'est-à-dire qu'avant, tu étais sur du court terme à 1 ou 2 saisons sportives. Là, tu es en train de réfléchir sur un développement de ton club long terme à 3, 4, 5, 6 saisons ou plus. Totalement. Et c'est vraiment des choix qui ont un impact pour moi à long terme beaucoup plus important que vision une saison, quoi. Et surtout, excuse-moi, je peux te couper, mais le plus important, c'est surtout réfléchir et prospérer sans être dépendant des résultats sportifs. C'est là la difficulté. C'est se dire, ok, certes, nous, on a un niveau aujourd'hui excellent, etc., mais du jour au lendemain, finalement, tout peut s'effondrer. Et il ne faut pas que si le sportif s'effondre, l'administratif et le club en soi s'effondrent aussi. Donc c'est comment réussir à prospérer économiquement sans être dépendant des résultats sportifs. C'est je pense, le vrai objectif pour les clubs là dans les années à venir. Alors justement, ces objectifs-là pour les clubs, c'est de créer des communautés, de les engager, de les faire grandir. Donc
directement les fans, le public, les spectateurs, qui sont-ils au Metz Handball? Est-ce qu'il y a davantage de familles? Est-ce qu'il y a des jeunes? Tu as dit que tu voulais aussi développer cette partie-là. Quel est le profil type d'une ou d'un spectateur à Metz? Alors, nous, il était difficile pour nous de vraiment mesurer, d'identifier nos spectateurs. Donc, comme je l'ai déjà dit, on n'avait pas tous les outils nécessaires pour, à vue d'œil, mais je ne vais pas dire ça, mais on a une cible qui est légèrement vieillissante, mais on a un public fidèle et surtout de connaisseurs. Donc, il ne faut pas les oublier pour autant. Donc, c'est la raison pour laquelle on a repensé totalement les avantages aux abonnés, on a ajouté des avantages, etc. Mais on s'est rendu compte aussi cette année, c'était le gros plus, c'est qu'avec toutes les animations qu'on a mis en place, on a décelé un vrai public familial qui venait en famille et des jeunes surtout. On a vu quand on a organisé le Final Four à Budapest là pour la Ligue des Champions, on était étonné par le nombre de familles et de jeunes qui étaient présents. Alors après, la difficulté, c'est de les fidéliser et de les faire venir aux arènes, parce que c'est vrai que sur un déplacement, ça dure, allez, 3-4 jours, c'est un peu plus festif, etc. Donc ça correspond peut-être plus à leurs attentes, mais il faut aussi tirer, du coup, ils sont à la recherche de ça, donc c'est comment j'arrive à transposer ça aux arènes. Mais on a un vrai potentiel. Là-dessus, ça a été un peu l'enseignement cette saison, et c'est pour ça aussi qu'on a développé 2 produits, la tribune famille, où à chaque match, il y aura des animations, un espace dédié, des animations dans les tribunes, et une tribune supporter, donc plus destinée finalement aux personnes qui ont envie de vivre le match debout, qui ont envie de crier, de vraiment encourager les Dragons. Et on pense que c'est finalement un produit qui peut correspondre à une cible aussi plus jeune, même si forcément il y a entre guillemets des anciens qui vont être dans cette tribune et qui vont être moteurs de cette tribune. Mais voilà, l'idée c'est ne pas oublier les fans qu'on a actuellement, mais aussi développer un nouveau public, toucher une nouvelle cible. Ouais, c'est pas évident entre faire avec la communauté déjà acquise et sans brusquer, effectivement, avec les changements qui peuvent être faits. C'est le vrai sujet avec les ultras, notamment dans le football, et le grand public. On va pas s'étendre là-dessus parce que je pense que le podcast durera 2 heures sinon, mais on est déjà à une cinquantaine de minutes. Il me reste 2 questions, l'une sur notamment la partie locale, l'ancrage local et notamment le sport professionnel à Metz et les loisirs, le sport et les loisirs. Parce que tu le sais comme moi qu'aujourd'hui le public est en concurrence directe entre aller au stade ou aller au cinéma ou autres loisirs qu'ils peuvent avoir. Comment le club tire aujourd'hui son épingle du jeu à côté des autres sports professionnels de la ville ou à proximité? Parce que Metz, voilà, il y a d'autres villes autour avec des spectacles sportifs ou même des spectacles tout court. Est-ce que vous arrivez à bien tirer votre épingle du jeu et aussi est-ce que vous faites des connexions avec d'autres clubs, d'autres sports? Ouais. Alors, je pense qu'on a tiré depuis des années notre épingle du jeu grâce notamment à nos résultats sportifs. 24e fois champion de France, 10 Coupes de France, 8 Coupes de la Ligue. Depuis les années 2000, c'est vrai que le club est au sommet. Et je pense que pour la ville, pour le département, pour la région, on est une belle vitrine du sport français. On participe finalement aussi au rayonnement de ces collectivités. Après, ils savent très bien nous le rendre en nous accompagnant saison après saison. Et je pense qu'on arrive aussi à tirer notre épingle du jeu grâce au capital sympathique qui est autour du club. Le club Metz Handball est un club qui se veut familial, que ce soit en interne avec nos partenaires, mais également avec nos supporters. Et c'est notamment possible grâce à la disponibilité, à proximité qu'ont les joueuses. C'est vrai que les joueuses, elles sont ultra disponibles. Elles n'hésitent pas à aller au contact des supporters. Elles sont souvent présentes sur des événements partenaires. Et je pense que c'est aussi en partie grâce à ça qu'on est considéré comme un club familial. Après, notre président le dit très bien, le président Thierry Weissman le dit très bien, c'est ambition mais humilité. Et encore plus, je pense, la valeur travail est également très importante pour le club. Elle est incarnée aujourd'hui par notre coach Emmanuel Mayonnat, qui est sûrement l'un des meilleurs entraîneurs du monde, et les résultats le démontrent. Donc l'idée, comme je l'ai déjà dit, nous, c'est de mettre le côté administratif business au même niveau que le sportif. Et c'est comme ça que je pense que le club a réussi à tirer son épingle du jeu. Alors après, oui, on essaye de collaborer avec les autres clubs de la région, du département. L'année dernière, on avait organisé notre soirée de présentation auprès de nos partenaires avec le FC Metz dans leur nouvelle tribune. On avait créé un événement commun qui avait très bien fonctionné, qui était très sympa à organiser. On travaille aussi avec le Metz Hockey Club sur des échanges de visibilité. On cherche finalement aussi à toucher un peu la même cible, un public familial tous les deux. Donc on travaille ensemble. Et on collabore aussi, alors de manière différente, mais avec le SLUC Nancy, qui est maintenant en Betclic Elite l'année prochaine. On a des fois les arènes qui ne sont pas disponibles, donc des fois on a des matchs qui sont délocalisés à Nancy.
Donc on travaille avec eux, ils nous accueillent toujours très bien. Et on a pu travailler aussi avec Nancy Handball cette année à cause du Covid. On avait des problèmes de livraison de matières premières, notamment sur le Gerflor, et du coup Nancy Handball nous a filé des coups de main. Donc voilà, c'est des bons échanges, de bons procédés. Donc ça c'est top de pouvoir compter sur les autres clubs aussi. Ouais, il y a une bonne entente parce que souvent, quand je suis arrivé dans ce secteur-là du sport business, et comme peut-être toi aussi tu l'as un peu perçu, il y avait ce côté un peu moins, je trouve maintenant, et Fanstriker aussi, on a vocation à aller dans le sens contraire à ce qu'on avait perçu à l'époque. Cet entre-soi, pas cet entre-soi, mais on garde ce côté, je garde tout pour moi et je ne partage pas, parce que c'est de la concurrence, même si on est dans la même ville, même si on est dans des sports différents, ou alors même si on est dans les mêmes sports. Aujourd'hui, je trouve qu'on est davantage dans une ère où on doit partager, on doit communiquer, on doit s'entraider, se soutenir. Et là, tu le montres bien avec l'exemple local que tu as démontré. Ouais. Nous, on estime que c'est avec le FCMS notamment, il n'y a pas de concurrence. On est totalement deux sports différents, c'est deux ambiances différentes. Le FCMS, c'est le stade, c'est ouvert sur l'extérieur, etc. Nous, on est une salle, on est plus sur le côté spectacle du show. Donc, nous, on a à aucun moment considéré qu'on était en concurrence sur ces sujets-là. On ne propose pas du tout le même produit. Et après, pareil, de manière géographique, on n'est pas en concurrence avec Nancy. Nancy a son public. Les fans nancéens ne viendront jamais à Metz. Les fans messins n'iront jamais à Nancy, je pense. Et voilà, on n'est pas concurrent. Justement, je pense que c'est ce qui manque encore, nous, je pense, dans le hand aujourd'hui. C'est un peu plus d'entraide entre chaque club. Nous, on est à Metz, on est hyper demandeurs de savoir comment Nantes y travaille, comment Brest y travaille, etc. Je pense que finalement, on est concurrent sportivement, mais bon, je pense que sur la partie business, fan expérience, fan engagement, on aurait tous à apprendre des uns des autres. Et je pense que ça, les ligues, les fédés doivent aussi nous aider à aller sur ces sujets-là et de rencontres durant la saison. Bah, c'est tout à fait un point sur lequel nous, avec le projet Fanstriker, on souhaite apporter quelque chose qui va dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on va connecter les gens, les savoirs, les compétences, etc. Je pense que c'est un effet global qui va être positif sur tout le monde au final. Exactement. Et ça va tirer tout le monde vers le haut. C'est ça, totalement d'accord. On arrive à la dernière question, 58 minutes. Je sais pas si j'arriverai un jour à faire un épisode de 30 minutes sur ce podcast. Désolé, je parle beaucoup. Et moi aussi, donc au final, on est tous les deux dans la même passion et dans le même esprit par rapport à ces sujets. Dernière question que tu connais certainement si tu écoutes tous les épisodes. Bien sûr. Quelle est ta propre définition de la fan expérience et du fan engagement? Alors, l'expérience fan, pour moi, elle correspond à l'expérience. Finalement, moi, c'est très terre à terre. C'est correspondre à l'expérience que va vivre le supporter le jour de match. Correspond à tous les services, produits liés à la satisfaction client qui gravitent autour du produit de base qui est le match. La fan expérience, pour moi, elle se matérialise finalement par un parcours client, différentes étapes, que j'appelle également les points de contact. C'est tous les points de contact qu'il va y avoir entre le fan et le club, toutes les interactions. Et l'objectif, c'est de satisfaire le fan durant l'ensemble de ces étapes afin de lui faire vivre une expérience unique du début à la fin. Et finalement, le plus dur, c'est de réussir à proposer une expérience qui correspond aux besoins, aux attentes de toutes les populations de supporters. Voilà à peu près ma définition de la fan expérience. Bien, très complète. On voit que tu as travaillé le sujet avant tu as préparé cet épisode. Bien sûr, on travaille toujours. Tu vois, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, que tu avais l'air très méthodique, méticuleux. Ça prouve que tu l'es réellement. C'est gentil. Bon, on est à la fin de cet épisode. Merci beaucoup, Sébastien. J'ai trouvé cet épisode très concret pour le coup. Je pense que ça va intéresser les auditeurs qui vont nous écouter ou qui nous ont écoutés s'ils sont arrivés à ce niveau-là de l'épisode. C'était super enrichissant pour moi. Je te souhaite beaucoup de bonnes choses. Continue à bien travailler sur le club et surtout n'hésite pas à nous partager ce que vous mettez en place. Avec plaisir. Ça permet de le faire rayonner et pourquoi pas donner des idées et inversement si d'autres clubs le font également. Donc c'est très positif. Merci beaucoup et puis au plaisir. Merci à toi. Sur Metz. Merci à toi, merci pour ton temps et ton écoute et à très bientôt j'espère. Salut Sébastien. Salut, à bientôt. Merci pour votre écoute. Si vous êtes ici, cela signifie que vous avez écouté l'ensemble de la discussion. J'espère que vous l'avez apprécié. On vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à nous dire ce que vous avez pensé de ce podcast et vous pouvez même proposer des suggestions et idées d'amélioration. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent régulièrement et qui participent à l'enrichissement du débat sur les thématiques de fan expérience et de fan engagement. Si ces sujets vous intéressent, je vous invite à aller faire un tour sur notre site fanstriker.com. Vous y trouverez des actualités, des idées et des bonnes pratiques. Bonne journée, bonne soirée ou bon week-end et à bientôt.